Et bonjour à tous. On va commencer notre première vidéo live sur donc le syndrome de l'intestin irritable. Je vois que David il est déjà là. Il y a sûrement Lily aussi qui est là. Il y a déjà 4 personnes, c'est génial. On va avoir du monde, je pense, ce soir. Alors, on va pouvoir commencer aujourd'hui. On va parler syndrome du côlon irritable. Je suis Chantal Delanoë. Je pratique à Rennes. Je suis thérapeute et ex-infirmière, donc thérapeute ayurvédique. Ça fait 15 ans que je pratique l'ayurveda. Et aujourd'hui, je reçois Jacques Wall, qui vit à Villefranche-sur-Saône et pratique aussi à Villefranche. Et donc, je te laisse la place pour parler de toi, Jacques, et ensuite, je reprendrai la parole. Bonsoir à tous, tous et toutes. Effectivement, Jacques Wall, je suis praticien depuis un certain nombre d'années, pas mal de temps maintenant, à Villefranche. Donc, j'ai mon propre cabinet, je vis de mon activité. Outre les consultations, les soins que je donne en cabinet, j'organise aussi au sein de l'association que j'ai créée avec une collègue des événements de type séjour ayurvédique, atelier, cuisine, cure détox, panchakarma, etc. tout au long de l'année. Voilà, tout ça est visible sur le site de l'association, bien sûr. Quelques formations aussi ont vu le jour depuis 2 ans, Marmathérapie, Nadi Pariksha, donc la prise de pouls, et le massage Abhyanga, mais des choses très classiques. Et une première, il y a une quinzaine de jours, les trois pratiques qu'on connaît mais qu'on n'ose pas trop pratiquer, en l'occurrence Karmapurna, Netra Basti et Agni Karma. Voilà, tout ça aussi, c'est 3 petites formations que je propose pour parfaire les connaissances des Praticiens. les thérapeutes voilà, qui connaissent un peu l'Ayurveda en fait. Voilà. Ok, super. Alors, ce soir, on est là pour parler de l'intestin et notamment du syndrome de l'intestin irritable. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vais donc donner une définition, en tout cas du point de vue allopathique, c'est-à-dire de la médecine occidentale. Et puis ensuite, je vous parlerai des causes. Et puis après, des traitements que l'allopathie propose. Et ensuite, je donnerai la parole à Jacques pour qu'il puisse nous parler du point de vue ayurvédique de ces troubles intestinaux. Voilà, alors, pour bien comprendre le syndrome de l'intestin irritable, il faut comprendre comment fonctionne l'intestin en fait. Le bol alimentaire arrive par notre bouche dans l'œsophage, descend dans l'estomac, où il est liquéfié, où il commence à être transformé, puis il va être transformé par la bile dans le duodénum, et ensuite continuer sa transformation pour être assimilé par le biais de la paroi intestinale tout au long de sa pérégrination jusqu'à l'anus. Voilà. Tout ce qui va arriver dans l'anus, ce sont des aliments qui sont peu ou pas digérés de notre alimentation. Et puis, ce sont aussi comment dirais-je, une transformation de tout ce qui a été, qui a migré dans l'organisme, dans les autres, qui a été nourri dans les autres tissus du corps, donc dans les autres organes du corps, et qui ont été transformés dans ces organes et qui sont revenus dans le gros intestin, donc dans le côlon, pour être évacués sous forme de sel. Voilà. Alors, pour comprendre comment le syndrome, enfin ce syndrome, c'est un syndrome, quand on parle de syndrome, c'est un ensemble de signes de troubles digestifs différents. Et donc là, on parle de syndrome de manière générale dans la médecine occidentale. Là, on parle du syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a différents signes qu'on va voir, notamment une douleur à la défécation, un changement fréquent de sel,
et puis des douleurs aussi au niveau digestif, dans la digestion. On va être fatigué aussi. Il va y avoir des troubles aussi au niveau de la psyché. Ça va donner aussi des troubles du sommeil, des troubles relationnels, émotionnels aussi. Et puis, il va y avoir des changements de forme, d'apparence des selles. Pour savoir si on a, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai mis, les petites vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant au sujet de la digestion pour préparer justement ce live, il y a les 4 signes pour savoir si on si on a une bonne digestion, notamment les sels en forme de banane qui flottent sous la surface de l'eau et qui n'ont pas beaucoup d'odeur et en même temps qui sont faciles à être évacués et qui ont une couleur plutôt marron correcte, quoi. Si on a un trouble au niveau intestinal, la constipation, alors on verra, par exemple la constipation, alors on verra pas des selles qui sont régulières et quotidiennes. On n'aura pas ça, on aura des selles soit qui sont beaucoup plus souvent dans la journée et plutôt liquide, et puis très odorante, et puis assez chaude, enfin piquante et irritante. Ou alors, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire on va être constipé, on va faire des crottes de lapin, hein, c'est-à-dire des petites crottes très dures, d'un marron très foncé, et à plusieurs moments de la journée, voire pas du tout, et ça peut même être un gros paquet qui a du mal à sortir par moment. Et donc là, c'est là qu'on voit qu'on a des troubles digestifs. Alors, pour vous parler de ça de manière un peu plus facilement, je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment ça se passe dans la paroi du système digestif. Donc, hop, voilà. Voilà. Alors là, vous avez la lumière intestinale et la paroi intestinale. Hein, vous avez des flèches, donc la paroi intestinale est là avec les cellules musculaires et les cellules neuronales aussi. Et ici, donc, c'est la lumière. On appelle de lumière quand il y a un vide au milieu d'une paroi qui est ronde, enfin ronde, ou en tout cas qui est fermée. Là, c'est la lumière intestinale, donc l'intérieur de l'intestin, où circulent les aliments. Et donc, ici, tout au bord, il y a des cellules donc, de la paroi, et il n'y a qu'une seule couche de cellules. Quand il y a une mauvaise digestion, une mauvaise assimilation, il y a pas mal de toxines qui vont se coller là sur ces cellules et qui vont rester collées et qui auront du mal à être évacuées quand notre digestion ne se fait pas correctement pour différentes raisons. Et donc, ça va attaquer les cellules de la paroi digestive. Certaines cellules vont mourir, ne vont pas se régénérer correctement, d'autres vont s'inflammer, ça va justement créer ce qu'on appelle des espaces entre les cellules où ces toxines vont pouvoir traverser cette paroi digestive et aller endommager, donc aller envahir toute cette paroi intestinale où il y a les cellules musculaires et neuronales. Et donc attaquer ces cellules-là. Ce qui fait que comment dirais-je, normalement, les intestins, donc, vous savez, ça fait des spasmes qui permettent, donc on appelle ça le péristaltisme abdominal. Il y a d'autres termes en Ayurveda que je vais laisser Jacques le soin de nous en parler tout à l'heure. Mais ce péristaltisme abdominal, soit il fait des vibrations comme ça, soit il va justement se contracter de manière un peu comme un ver de terre, vous voyez ce que je veux dire? Ça va se contracter et puis faire avancer comme ça tout le bol alimentaire qui est transformé et les selles jusqu'aux selles, quoi. Voilà. Et en fait, là, quand il est attaqué à ce niveau-là, quand les cellules neuronales et les cellules musculaires sont attaquées à ce niveau-là, eh ben, ce péristaltisme
va dysfonctionner, va être déséquilibré et ne va plus faire son travail correctement, ce qui fait que avec les inflammations, ça va créer des douleurs très aiguës, très fortes. Euh, il va y avoir un problème de stagnation aussi de ces aliments digérés ou prédigérés, qui normalement devraient être évacués et continuent à pérégriner le long de l'intestin. Donc ça va, au bout d'un moment, se boucher à ce moment-là. Il y a des risques de ce qu'on appelle des risques de... Un flûte, tu peux m'aider, Jacques, quand ça se bloque à l'intérieur. Des Euh, bouchons. ouais, c'est des bouchons, mais on appelle ça, il y a un terme au niveau allopathique. Euh, enfin Oui, bref. Hein? oui, oui, je vois ce que Tu tu vois ce que tu veux. Bon, enfin bref, veux donc ça se dire. bouche à l'intérieur de l'intestin et ça ne peut plus avancer. Parce que l'intestin, bah voilà, ça gonfle, et puis au bout d'un moment, bah, la paroi, elle ne peut pas continuer. Donc, du coup, ça bouche et ça fait très, très mal parce que ça commence à s'inflammer. Et puis, bah, au niveau vasculaire, c'est vascularisé, donc ça peut se nécroser aussi. Enfin bref, il peut y avoir tout un tas de problèmes de ce côté-là. Ça peut engendrer aussi des cancers de la paroi intestinale, la maladie de Crohn aussi, puisqu'il y a des problèmes aussi au niveau assimilation qui ne se font plus correctement. Et donc évacuation par le biais du sang, enfin, interaction entre le sang et la paroi intestinale. Enfin, bref, ça peut générer énormément de problèmes différents. Et donc, le syndrome, quand il est perturbé, les fibres donc se contractent et se relâchent trop rapidement, augmente la vitesse du transit. Alors ça peut être le problème du syndrome du contrôle de l'intestin irritable. Ça empêche une bonne donc, réabsorption de l'eau aussi, parce qu'en fait, il faut comprendre que le microbiote a besoin d'eau pour pouvoir avancer et pour pouvoir nourrir le corps. On est fait quand même à 70 voire 80% d'eau quand même. Donc forcément, on a besoin d'eau. Et là, si l'absorption de l'eau ne se fait pas correctement, il y a un gros problème pour aller nourrir les autres tissus et tout notre organisme en fait. L'organe qui a le plus besoin d'eau, c'est notre cerveau. Donc, si ça ne se fait pas correctement, ça peut donner lieu à des migraines notamment. Vous voyez, il y a un lien par rapport à ça. Et au niveau émotionnel, c'est chaud, quoi. Pour nous, c'est chaud patate, quoi. Voilà. Donc après, on traverse alors un épisode de diarrhée dans ces moments-là, quand c'est trop rapide, ou alors ça met beaucoup plus de temps à se contracter que la normale et ça va engendrer, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, un fécalome. Voilà, le terme c'est fécalome. Ah Le, ouais. le bouchon là avec des selles, c'est un fécalome. Voilà, et donc ça peut générer justement des épisodes de constipation à voir avec des périodes très longues où la constipation dure et là ça peut produire des fécalomes. Voilà, mais en général c'est plutôt une alternance de constipation-diarrhée ou constipation ou diarrhée. Et c'est cette irrégularité-là de l'activité de la paroi intestinale qui va donner lieu à l'accumulation de gaz, puisque ça fermente et puis ça se putrifie à l'intérieur. Et donc, ça va engendrer aussi, ça va gonfler la paroi intestinale, donc ça va donner des crampes, des ballonnements, des douleurs intestinales, des douleurs abdominales et forcément des gaz. Et qui ne seront pas forcément très odorants d'ailleurs, enfin plutôt malodorants, je veux dire. Et voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça génère énormément de problèmes derrière, dont je vous ai parlé. Et la cause de tout ça, c'est en fait un déséquilibre intestinal, du microbiote intestinal. Le microbiote, c'est toutes ces bactéries qui se trouvent donc dans la paroi intestinale hein, que vous voyez là. Et donc, je vais arrêter le partage d'écran, voilà, comme ça on revient là. Et donc, c'est le problème avec le microbiote intestinal. Si ce microbiote, il n'est pas riche, il est
plutôt assez… C'est un peu comme une monoculture, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, si vous connaissez un peu la permaculture. Mais en permaculture, il faut qu'il y ait une diversité, une variété différente de plantes pour que tout puisse rentrer en symbiose et bien fonctionner. Et ben dans le microbiote intestinal, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de diversité au niveau du microbiote, à savoir que le microbiote intestinal, on a un premier microbiote intestinal qui nous est donné entre notre naissance et un an par le biais de notre alimentation, enfin que l'alimentation qu'on va nous donner. Si cette alimentation est très pauvre, c'est-à-dire qu'il y a un seul aliment, toujours le même, le microbiote va s'appauvrir. Et c'est pareil au niveau de l'adulte. Donc, ça se commence dans la première année du nourrisson, où il faut vraiment diversifier de manière à partir de 6 mois et de manière avec des étapes pour justement favoriser ce microbiote intestinal tout en continuant à allaiter son enfant. Et donc, s'il n'y a pas cette diversification, alors à ce moment-là, il va y avoir un déséquilibre du microbiote intestinal. Il faut savoir qu'à partir d'un an, après, il n'y a que 20% à peu près d'enzymes qui vont se régénérer, le microbiote va se régénérer. Mais c'est vraiment la première année de l'enfant que cet équilibre du microbiote intestinal s'installe. Donc, en fait, c'est ce microbiote-là qui va permettre une bonne étanchéité de la paroi digestive et une bonne perméabilité aussi intestinale pour justement avoir un meilleur fonctionnement des cellules et au niveau de la paroi, puis aussi au niveau des neurones enfin, de toutes les cellules qui se trouvent à l'intérieur de la paroi aussi. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il existe des traitements efficaces En fait, là, il y a une approche en fait qui est vraiment individualisée normalement, hein, parce que ça allie différents paramètres, notamment les règles de diététique. Voilà, c'est ce que je vous disais pour justement différencier le syndrome, pour différencier donc le problème. Euh, euh, Différencier, enfin, je veux dire, La maladie. le microbiote, voilà. Il faut quand même diversifier aussi son alimentation et notamment manger quand même des aliments le plus naturels possible. Donc, naturel, ça veut dire biologique. Enfin, et encore dans le bio, il y a plein de termes qui ne sont pas forcément cool, mais le mieux, c'est vraiment, en fait, limite de cueillir ce qu'on a dans notre jardin et de le manger rapidement. Parce que dedans, il y a du prana et c'est le prana qui va pouvoir nourrir nos cellules et justement qui va pouvoir permettre un bon équilibre à l'intérieur de notre intestin. Il y a de l'eau, il y a plein de choses à l'intérieur de tout ce qu'on cueille et qui est frais en fait, hein. Ensuite, il y a une éducation aussi thérapeutique. Donc là, l'éducation thérapeutique, c'est au niveau du microbiote, c'est comment on va faire, qu'est-ce qu'on doit prendre, etc. Est-ce qu'on doit mettre notre intestin au repos et comment il y a la prise de glutamine aussi, c'est un acide aminé qui joue un rôle important dans le maintien de l'intégrité de la paroi intestinale. Bref, voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qui se passent plutôt bien. Et puis, il y a l'utilisation des probiotiques. Mais là, je vais passer la parole à Jacques parce qu'on en a parlé juste avant. C'est pas forcément une panacée, ces probiotiques, surtout si notre intestin, notre paroi intestinale, enfin ce syndrome est déjà bien installé. Pourquoi? Parce qu'il y a des toxines. Et s'il y a des toxines, l'assimilation se fait très mal. Donc du coup, forcément, l'assimilation de ces probiotiques, ce sera exactement la même chose et ça va être un peu le serpent qui se mord la queue. Donc là, je vais passer la parole à notre ami Jacques qui va pouvoir nous parler Ayurveda et donc nous parler de la vision de ce syndrome de l'intestin irritable par l'Ayurveda. À toi, Jacques.
Bien, alors j'aimerais d'abord préciser une toute petite chose. On parle plus généralement du syndrome du côlon irritable et non pas de l'intestin irritable. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Euh, Dans le côlon, la matière a beaucoup plus tendance à stagner parce que la lumière dont tu parlais tout à l'heure, le côlon fait grosso modo 1,50 m dans le corps humain et à peu près 5 cm de diamètre. Donc, plus le côlon est grand et bien sûr extensible, hein, bien sûr, c'est comme un élastique un peu, hein. C'est pour ça les personnes, par exemple, constipées peuvent attendre plusieurs semaines, pas plusieurs semaines, mais des semaines, hein, j'ai connu des cas comme ça, parce que ça prouve bien que le côlon, il peut emmagasiner, il peut s'élargir, stocker de la matière. Donc, c'est beaucoup plus au niveau du côlon qu'on va trouver des problématiques. Au niveau de l'intestin, lui, il est nettement plus long et il peut aller jusqu'à 6 mètres. Et forcément, il y a beaucoup plus de place dans les différentes circonvolutions, dans le jéjunum, dans l'iléon, par exemple, dans le duodénum. Tout ça, ce sont des parties de l'intestin grêle, bien sûr, dans lesquelles il va y avoir des différences, des différentes extractions, hein, puisque chaque partie de l'intestin va servir à extraire un certain nombre, une certaine, des nutriments spécifiques, que ce soit les acides aminés, les protéines, les glucides, etc. Mais tout ça, bon, là, on est plus dans le conventionnel. En parlant à Ayurveda, bien sûr, on n'a pas parlé de tout ça, mais c'est intéressant de le savoir quand même. Alors, donc, le syndrome du SCI, syndrome du côlon irritable, on n'a pas trop d'idée d'où ça vient exactement. Ce qu'on sait, c'est que pour les personnes de 30, 40 jusqu'à 50 ans, grosso modo, on considère qu'il y a une interaction avec le cerveau dans le tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire des connexions qui sont un peu anarchiques et qui nous emmènent vers ces déséquilibres et vers ces symptômes-là. Après, de 50 et plus, c'est souvent le résultat d'anomalies de la flore intestinale, bien sûr, qui est liée à quoi? Un mauvais système immunitaire. Ça peut être aussi le stress. Ça peut être, en fait, les trois doshas vont être impactés de toute manière. Alors, suivant le dosha dominant, on va pouvoir dire que ce sera plutôt le stress, c'est-à-dire l'hygiène de vie qui n'est pas compatible avec qui l'on est, avec notre dosha, notre prakriti par exemple. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer, je pense que la plupart connaissent un petit peu l'Ayurveda, ou tu pourras le dire toi tout à l'heure. Hein, voilà, entre Tu peux juste dire un petit peu ce que c'est. En fait, le prakriti, c'est la nature de la personne, c'est sa constitution. Et le vikriti, c'est son état au moment où il vient nous voir. Voilà. Voilà, c'est quand il est en état de déséquilibre. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est important de le savoir parce que ça permet de déterminer si le syndrome du côlon irritable est plutôt issu d'un déséquilibre de Vata, Pitta ou Kapha, parce que les résultats, les symptômes ne seront pas les mêmes, effectivement. Tous les symptômes, elle vous les a décrits un peu, Chantal, tout à l'heure. Hein. Vous pouvez avoir aussi bien des douleurs abdominales, une gêne dans la digestion, des ballonnements, bref, une altération des habitudes alimentaires, parce que ce n'est pas forcément toujours organique. Comme je disais, le stress, mais aussi les émotions, ont aussi leur rôle à jouer dans le développement de ce syndrome. En Ayurveda, on appelle, parce que le syndrome du côlon irritable n'était pas tellement expliqué, on ne le connaissait pas, en tout cas, il n'était pas utilisé dans ces termes-là, on parlait plutôt de grahani. Grahani, c'est un terme sanskrit
qui veut dire tenir la nourriture. En fait, Grahani représente un petit peu Agni, c'est le siège d'Agni, c'est là où loge Agni qui est le feu digestif. Hein. C'est ce qui sert à transformer la nourriture, à la brûler, à la modifier pour qu'elle soit assimilable par notre corps. Grahani, il tient la nourriture dans le corps jusqu'à ce qu'il soit digéré. Lorsque ce feu est altéré, trop faible par exemple, à un moment donné, la nourriture, elle va quand même faire son chemin, même si elle n'est pas digérée complètement, pas transformée complètement. Et c'est là aussi que cela va générer donc des inflammations par le biais, comme tu disais, dans l'intestin grêle ou essentiellement dans le côlon. Il faut savoir que la muqueuse colonique, elle est épaisse comme du papier cigarette. C'est 3 fois rien. Hein. Donc, c'est très fragile, ça peut se percer facilement. Et c'est d'autant plus facile pour les toxines et les déchets non digérés ou non digérés, non évacués, peuvent traverser ces membranes lorsque les villosités ont été agressées. Hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez des gaz, suivant l'odeur du gaz, ça correspond à 3 types de gaz différents, hein, dont certains, ceux qui sentent l'œuf pourri, peut-être vous avez pu connaître ça lors d'excès pendant les fêtes. Hein. Souvent, on parle d'ailleurs de crise de foie, mais bon, ce n'est pas du tout une crise de foie. Mais là, vous pouvez avoir des gaz qui sont très malodorants, et ça, c'est le soufre, c'est de l'acide sulfurique, donc c'est très corrosif pour nos muqueuses intestinales et coloniques. Et c'est ça qui va provoquer la mort, la destruction de ces cellules qui protègent un petit peu les parois et qui permettent d'évacuer les déchets sans qu'il n'y ait d'inflammation ou d'autres perturbations. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de maintenir une qualité digestive. Et comme le disait Chantal tout à l'heure, ça commence déjà par la bouche. Hein. C'est des bases d'hygiène très classiques dont on peut vous parler dans la dinacharya, par exemple, dans la routine de vie. Mais c'est tellement de bon sens et de logique qu'on l'oublie trop souvent, c'est-à-dire manger déjà doucement, mâcher nos aliments. La digestion commence déjà dans la bouche. Vous savez que la bouche la salive a une tendance plutôt basique. Donc déjà, elle va commencer à transformer déjà tout ce que vous mangez comme d'acide. Les fruits, par exemple, qui sont souvent en tendance un peu acide, bien sûr, ou des boissons. Le sucre, bien sûr, est acide. Les protéines le sont un peu aussi. Et tout ça va déjà commencer dans la bouche. Ensuite, l'estomac, bien sûr. Je vous fais très rapidement le descriptif pour voir un petit peu le schéma de fonctionnement, parce que c'est important de savoir comment on fonctionne pour pouvoir comprendre aussi comment on peut se protéger. L'estomac, il est acide aussi. Très acide, hein, puisqu'il peut avoir un pH, un pH de 2,5 à 3,5 hein, en fonction du moment de la digestion. Je dis souvent, vous mettez un doigt dedans, ben, il ne ressort plus rien, il n'y a plus de doigt, hein, tellement c'est acide, hein, ça vous bouffe tout. Mais c'est important, pourquoi cette acidité qui est essentiellement de l'acide chlorhydrique, hein, qui est fabriqué par les muqueuses. Vous savez que les muqueuses, les cellules, les parois de l'estomac, elles ont une durée de vie de quelques heures, hein, de 1 heure, 2 heures maximum, puis elles sont détruites, mais renouvelées aussitôt. Cet acide chlorhydrique, il sert essentiellement à digérer les protéines, c'est-à-dire les protéines qui sont relativement difficiles à digérer, hein, la viande par exemple, bon, la charcuterie, mais aussi les produits laitiers, bien sûr, hein, les fromages essentiellement, qui sont beaucoup plus lourds à digérer, donc ça met du temps. Pour comprendre cela, c'est important de savoir que ce bol alimentaire,
va passer dans le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle, hein, si on peut théoriser ça comme ça. Le bol alimentaire ou le chyme, on appelle ça aussi le chyme, lorsqu'il va d'abord, il va lui falloir une acidité bien spécifique pour permettre l'ouverture du sphincter de l'estomac. Lorsque cette acidité est atteinte, ben, tout le bol alimentaire va pouvoir passer dans le duodénum. Tant que ce chiffre n'est pas atteint, mettons une acidité de 4 par exemple, hein, tant que le bol alimentaire n'a pas eu cette acidité, il ne passera pas, il va rester dans l'estomac et donc il va y avoir une lourdeur. C'est là où on se sent lourd après avoir mangé souvent. Alors cette lourdeur, vous pouvez la sentir au niveau du plexus, hein, puisque l'estomac n'est pas loin. Vous sentez une pression, vous ne vous sentez pas bien parce que ça n'a pas encore passé. Voilà. Donc, c'est important de fabriquer de l'acide. Bon, ça, on ne rentrera pas dans ces détails-là, sinon ça va durer trop longtemps. Lorsque le contenu a passé dans le duodénum, il va continuer son petit cheminement grâce au péristaltisme, hein, comme tu l'expliquais. Dans l'intestin grêle, on va extraire un petit peu la plupart des nutriments. Arrivé dans le côlon, là, le péristaltisme va se ralentir et là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a au moins 2 phases. Notre microbiote, elle va avoir une phase, la première dans le côlon ascendant, c'est-à-dire du sécom jusqu'en haut, il va y avoir une zone de fermentation. Cette zone de fermentation, elle est importante parce que c'est là où il y a les ferments, les bactéries, les levures qui vont essentiellement dégrader les fibres insolubles. En tout cas, elles vont essayer. C'est important donc de consommer des fibres, vous le savez. Ensuite, vous avez le côlon transverse où là, il va y avoir un entre-deux, puisqu'il va y avoir une passation de la qualité de votre microbiote, parce que le côlon descendant, lui, on sera plutôt dans une zone de putréfaction. Pourquoi? Parce que la matière qui va s'accumuler dans le côlon descendant avant sa sortie, eh bien, il n'y a plus de péristaltisme, si vous voulez. En tout cas, pas tout de suite. Le péristaltisme se remet en route lorsque vous allez à la selle déféquer. Avant, dans le côlon descendant, il n'y en a plus puisque la matière s'accumule et là, les muqueuses, elles vont extraire l'eau jusqu'à ce que la matière ait la bonne consistance pour être évacuée avec les bonnes formes, comme tu le disais tout à l'heure, bien moulée, en forme de banane, etc. Si ça n'est pas le cas, plusieurs raisons. Soit vous avez attendu parce que vous êtes en réunion, vous n'avez pas voulu vous lever pour aller aux toilettes, soit parce que vous trouvez que les toilettes sont sales, vous attendez. Enfin, X raisons, vous attendez. Si vous traînez, si vous n'y allez pas, quand votre corps vous demande, eh ben, l'eau va être extraite, elle va continuer à être extraite. Par conséquent, ça va assécher les selles. Et c'est comme ça qu'on arrive à être constipé. C'est quand on se retient, donc ne jamais se retenir. Voilà. Ça, c'est un élément indispensable également, c'est comme les urines, hein, de toute manière. C'est un élément indispensable parce que se retenir, ça veut dire qu'on va garder tout ce que le corps veut éjecter, tous les déchets que le corps veut évacuer, vous les gardez. Et donc, il y en a une partie qui va être réabsorbée, qui va contribuer à dégrader votre côlon. Ça, c'est une cause, bien sûr. Après, il y a l'alimentation, tu l'expliquais très bien tout à l'heure, elle est très importante. Les incompatibilités, par exemple, le déséquilibre alimentaire. Vous savez, la base, chaque civilisation, hein, chaque
peuple, en fonction de sa situation géographique, a une base identique qui leur permet de vivre relativement dans un bon équilibre. En Inde, qu'est-ce qu'on va trouver? Quelle est la base qui devrait être la nôtre aussi, même si ce n'est pas toujours le cas? C'est la céréale, c'est le légume et la légumineuse. Et là, vous avez les 3 éléments principaux qui vont vous permettre un bon équilibre. C'est-à-dire, ça va combler tous vos besoins. La gamme est très, très large, hein, que ce soit dans les légumineuses, dans les légumes ou dans les céréales, c'est très, très large. Donc, vous aurez toujours votre choix, vous y trouverez toujours votre bonheur. Malheureusement, les conditions culturelles, souvent financières aussi, ou la méconnaissance font que l'alimentation, elle est souvent délétère, surtout avec tout ce que la modernité nous amène. Hein, comme la junk food, comme on appelle couramment, voilà, pour ne pas parler français. Tous ces éléments doivent être pris en compte parce qu'ils vont perturber effectivement le fonctionnement de notre système digestif, en particulier si ça devient chronique, si ça perdure dans le temps, ces déséquilibres, c'est à ce moment-là que le syndrome du côlon irritable peut apparaître. Je vais rajouter juste une petite chose au niveau de l'alimentation. Tu as parlé de la junk food, mais tu sais, même dans le biologique, dans les aliments bio, en fait, c'est tout ce qui est déjà industrialisé. Dans les aliments biologiques qu'on nous propose dans les supermarchés notamment, vous savez, il y a les steaks de soja, différentes choses comme ça. Bah, c'est pareil, ce genre de produit est déjà transformé, peut, si vous voulez le manger de manière récurrente, sans manger forcément de légumes, même s'il y en a à l'intérieur, il y en a très peu quand même, bah, en fait, ça va aussi dénaturer votre microbiote et donc vous générer des toxines à l'intérieur du corps et donc ralentir votre transit et générer des problèmes comme on a soulevé jusqu'à maintenant. C'est ça, oui, oui. Donc, l'alimentation est vraiment le point d'orgue pour s'en sortir en termes de prévention. Et puis ensuite aussi, bien sûr, quand on est dans la partie curative, c'est important de revenir un petit peu à ces bases dont on vient de parler. Alors, souvent, malheureusement, on a du mal à vraiment diagnostiquer le syndrome du côlon irritable. Pourquoi? Parce que les symptômes se reconnaissent dans d'autres maladies, comme la maladie cœliaque, par exemple, la maladie de Crohn, qui a certains symptômes similaires. Donc, pour vraiment la détecter, pour être certain que ce soit bien la SCI, il faut absolument écarter tout processus inflammatoire, la maladie cœliaque, les parasites. On oublie trop souvent que des vers aussi peuvent provoquer des symptômes identiques. Les allergies alimentaires, bien sûr, les intolérances et le gluten, le lactose également. À partir du moment où vous avez éliminé tout cela et que les symptômes continuent, eh ben, on peut à ce moment-là identifier le syndrome du côlon irritable. Et donc, mettre en place tout un processus pour essayer de s'en sortir ou en tout cas de calmer les effets et de vivre avec. Si la maladie a été en place depuis trop longtemps et qu'elle a causé trop de dégâts, ce sera toujours long à ce moment-là. Je ne dis pas impossible, mais ce sera long pour s'en sortir. Alors, on va peut-être pouvoir parler de tout ce que l'Ayurveda propose. Oui, ben on va parler traitement maintenant, effectivement. Alors, il est à noter que les personnes qui ont un dosha vata sont plus à même de faire ce genre de troubles du syndrome du côlon, puisque le siège de vata se trouve dans le côlon. Voilà. Donc, c'est tout à fait logique que cette maladie-là atteigne des personnes donc, qui sont plutôt fines, enfin maigres, qui ont plutôt un transit assez irrégulier et un appétit irrégulier, hein,
et qui sont très créatives et en même temps très volubiles et un peu les papillons de l'Ayurveda, on va dire. Ils se posent un peu partout, ils piochent un peu partout, mais en même temps, ils ne sont pas très productifs, quoi. Voilà, c'est des personnes aussi qui sont très souvent fatigables, très vite fatigables, parce que justement, leur énergie est comme Vata, c'est-à-dire irrégulier. Et comme ils sont secs de nature, forcément, au niveau de leur transit, ça va être sec aussi. Et s'ils mangent des aliments secs, ben, ça va augmenter leur vata. Ou s'ils continuent à papillonner et à maintenir cette irrégularité au niveau des horaires, au niveau des horaires des repas, au niveau des horaires de leur habitude de vie de manière générale, eh ben, ça va augmenter vata. S'ils voyagent beaucoup aussi, voilà, c'est des choses qui engendrent aussi ce dosha-là et donc qui vont potentiellement engendrer aussi cette irrégularité au niveau du transit et donc forcément cette formation de toxines ou de sécheresse, etc. à l'intérieur du côlon et cette accumulation de sel et donc de constipation. Donc, je te relaisse. Voilà. Donc, maintenant, ben, Voilà, on va parler traitement. oui, alors effectivement, tu as raison, mais je continuerai juste rapidement. Là, tu parlais du cas Vata, ce qui est une majorité en Occident, bien sûr, mais il ne faut pas oublier Pitta. Pitta, il est souvent dans les excès alimentaires parce qu'il aime la bonne chair, hein, c'est un bon vivant, il aime la vie sociétale, etc. Et bon, après, il a d'autres qualités, d'autres petites faiblesses. Les excès, ce n'est pas inconnu pour lui. Et donc, cela aussi engendre des problématiques au niveau de la digestion. Et là, on va plutôt trouver, bien sûr, des selles qui sont plutôt molles, voire semi-liquides, voire liquides, hein, ou occasionnellement aussi des alternances de constipation, mais ce serait plutôt l'inverse. Et Kapha, lui, eh bien sûr, il va aussi générer des toxines parce que il a tendance à avoir euh, peut-être un peu de surpoids parce que il se laisse un peu aller, parce qu'il a besoin de compensation, parce qu'il est dans la générosité, peut-être aussi parce que son mental est plus fort que ses besoins et donc il fait pas trop la distinction entre les besoins de son corps et de ce que lui dit son mental. Voilà. Bref, les trois doshas peuvent être impactés, mais avec des symptômes un petit peu différents. Donc, c'est pour ça, je vous conseillerais toujours de passer par un conseiller ou un praticien en Ayurveda afin qu'il puisse bien faire la distinction de l'origine, des conséquences et du mode d'action qui a généré de votre digestion, qui a généré donc le syndrome du côlon irritable. Alors, qu'est-ce que propose l'Ayurveda? Là, il y a une foule le choix est vaste. D'abord, le plus simple, comme l'a précisé Chantal tout à l'heure, on ne va pas se bourrer de compléments alimentaires pour essayer de s'en sortir avant qu'on ait nettoyé notre système digestif. Hein, c'est comme si dans la mare ou dans l'eau de votre bain, vous rajoutez de l'eau fraîche pour que votre enfant ou votre partenaire puisse aller dans l'eau. Hein, vous rajoutez de l'eau propre dans de l'eau sale, ça reste de l'eau sale. Eh bien, c'est pareil. Donc là, la première idée, c'est de nettoyer en douceur. Donc, je vous déconseille, par exemple, l'hydrothérapie du côlon ou des lavages coloniques à l'eau, parce que l'eau est quand même agressive et décapante. Mais plutôt, si on peut parler de ça, des pastilles plutôt avec de l'huile ou avec des infusions ou des décoctions avec des plantes adaptées. Voilà. Tu peux dire aux personnes qu'est-ce que c'est le basti? Oui, alors c'est des lavages coloniques, hein, donc on utilise un pot avec un tuyau et une canule. On peut le faire soi-même, mais moi je déconseille aussi. Maintenant, pour des gens qui sont un peu
qui craignent un petit peu. Bien sûr, ils peuvent le faire soi-même lorsqu'ils sont un peu pudiques ou autres, mais n'oubliez pas que nous sommes des professionnels et voilà, nous savons faire, nous avons les compétences. D'autre part, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul que quand on est accompagné. Il y a des massages spécifiques, des massages du ventre. Il y a tout un protocole à faire. Il ne s'agit pas que de laver l'intérieur, de le nettoyer, mais il y a le protocole qui est adapté à cela. Bref, l'idée est de protéger les muqueuses coloniques avec une huile médicinale, hein, dans laquelle on a fait infuser des plantes. Là aussi, c'est un protocole particulier, mais tout est faisable chez soi. Donc, l'idée, c'est de protéger les muqueuses, soit par de la graisse, quelque chose des lipides qui vont les protéger, permettre une meilleure circulation des matières. De même, stimuler les muqueuses, le péristaltisme, pour qu'il n'y ait pas de stagnation. Et de reconstruire également les muqueuses lorsqu'elles ont été altérées par justement des acides ou des bactéries plutôt pathogènes. Je reviendrai tout à l'heure sur pas la microbiote, mais les probiotiques et les prébiotiques. Donc voilà rapidement pour le Basti. Après cela, l'Ayurveda préconise la monodiète, mais une monodiète plutôt semi-liquide à liquide, très cuite. Plus c'est cuit, plus c'est liquide et plus facile sur la digestion. Moins votre système digestif, il va faire des efforts pour casser ces molécules de ce que vous mangez et pour pouvoir les assimiler. Par la cuisson, vous aurez déjà fait une grosse partie du travail digestif et le reste, c'est votre corps qui va le faire. Donc, la monodiète, elle va permettre de laisser reposer votre système digestif, de ne plus être agressé, de ne plus être face à des agents pathogènes ou des aliments peu préparés, mal préparés, ou des aliments qui ont subi des transformations, comme tu disais, que notre mémoire cellulaire ne reconnaît plus. C'est le cas des aliments ultra transformés, comme tu disais, que ce soit la farine, bien sûr les gluten, mais également la caséine, le lactose, lorsqu'on a des intolérances ou des hypersensibilités. Voilà. Donc la monodiète est un passage, je dirais, presque obligé que tout un chacun peut faire, hein, c'est très facile. La base, vous la connaissez, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, généralement c'est un kitcheri très dilué, riz, lentilles, avec On peut même faire une soupe de riz. Hein. Oui, oui, la soupe de riz aussi. Encore mieux. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, ça, je préconiserais plutôt qu'en retour à la normale, après une sortie de jeûne, par exemple, hein, les bouillons et des choses comme ça. Il y a le jeûne, effectivement, le jeûne hydrique Voilà. qui est Alors, intéressant. le jeûne est une méthode intéressante aussi, mais je dirais plutôt attention, parce que le jeûne n'est pas préconisé pour tout le monde. Oui, c'est sûr, oui. Pour les personnes de type Vata, ce n'est pas Oui. l'idéal, parce que Ouais, vous non, allez assécher encore davantage, alors qu'elle a tendance déjà à l'être. bien sûr. Donc, à la limite, 3-4 jours, c'est vraiment un maximum pour une personne Vata. Hein, sinon, il faut être accompagné. Voilà, on trouve trop souvent justement des jeûnes et randonnées, des organisations de jeûnes, des gens qui proposent des jeûnes mais qui prennent tout le monde sans vraiment savoir si ça correspond ou pas. Et on a eu des accidents encore l'année dernière, je crois qu'une personne est décédée à la suite d'un jeûne, ou des jeûneurs qui abandonnent au milieu de parcours parce qu'ils ne supportent plus, quoi. Donc là aussi, précaution, prenez toujours, rencardez-vous auprès d'un professionnel. Ça, c'est bon pour l'alimentation, hein, vous faites tout ça progressivement. Ensuite, on peut y adjoindre effectivement quelques compléments, tels que le triphala, hein, le fameux triphala, hein, tout le monde connaît, quelle combinaison de trois plantes, qui peut être pris à vie
sans conséquence à partir du moment où vous trouvez le bon dosage, parce que vous savez que le triphala, si on en prend un petit peu trop, il peut être très légèrement laxatif, ce qui peut être une bonne chose pour les personnes de type Vata. Voilà. Cela étant, le triphala, il va réguler l'ensemble des fonctions digestives du tractus digestif en l'équilibrant, que vous soyez en excès ou en carence, dans les deux cas, dans le fonctionnement de votre tractus digestif, il va trouver la bonne formule pour rééquilibrer tout ça. Il a plein d'autres fonctions, le triphala. Il peut se prendre sans grand danger. Ça, c'est la base. Par contre, moi, je mets quand même un bémol parce que en fonction des doshas, il y a une posologie, il y a un moment pour le prendre, il y a aussi un moment avant ou pendant le repas, il y a comment, avec quoi le mettre pour pouvoir avoir une meilleure assimilation. Et tout ça, il faut quand même consulter quelqu'un pour avoir les bonnes indications pour nous. Effectivement, c'est pour ça que je n'en parlais pas de tout ça, de tous ces détails. Je laisse ça au choix du praticien qui va le faire en fonction de la personne qu'il a face à lui. C'est Donc bon là, de le dire quand même dans ce live parce que tout le monde regarde, il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas forcément l'Ayurveda ou qui en connaissent un petit peu et qui connaissent un peu le Triphala, mais voilà, qui prennent ça comme des compléments alimentaires et puis allez hop, j'essaye et puis voilà. Mais le mieux, c'est quand même de consulter quelqu'un et ça, je trouve que c'est important de le souligner et de bien appuyer que parce que tout le monde n'est pas pareil et puis que c'est pas anodin de le dire quoi, et d'appuyer sur l'importance de consulter pour justement avoir la bonne méthodologie et la bonne posologie. ah oui, tout à fait, d'accord. C'est pour ça que je ne m'étends pas dessus. Je vous dis toutes les possibilités, mais sans m'étendre, parce que ça reste toujours très spécifique, les consultations. Voilà. Ce qui est valable pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Ça, c'est évident. On peut utiliser aussi des produits, des plantes comme Amla, qu'on va retrouver dans le Triphala, bien sûr, mais Amla à part, tout seul. Pourquoi? Parce qu'il va lutter, ça c'est plus pour les pitas par exemple, parce qu'il va lutter plutôt Amla contre l'hyperacidité, qui est aussi un phénomène qui va engendrer la perméabilité intestinale, par exemple, lorsqu'on parle de l'intestin perméable. Il va lutter aussi contre les troubles hépatiques, les problématiques du foie, par exemple. Donc, Amla est intéressant pour ça. En plus, très riche en antioxydants, donc en vitamine C, beaucoup plus, par exemple, que l'acérola, qui est beaucoup à la mode, juste pour prendre l'exemple. On considère que un seul fruit est l'équivalent d'une vingtaine d'oranges. Alors, vous voyez ce que ça peut faire en termes de vitamine C. Si vous deviez prendre votre dosage quotidien en vitamine C, il vous faudrait manger plus d'1 kilo d'oranges. Au bout d'un moment, votre estomac, il va dire, j'en peux plus, quoi. Voilà. Donc, en termes de curatif, faites bien la distinction entre tendance diarrhéique, tendance constipation, parce qu'en fonction de ça, on ne va pas utiliser, bien sûr, les mêmes choses. L'un peut engendrer des distensions abdominales, on peut avoir un gros ventre, des ballonnements fréquents, etc. Donc tout ça est à prendre en compte. Le gingembre, bien sûr, vous pouvez faire une petite gingembrette, faire infuser un peu de gingembre dans de l'eau chaude. Vous savez que c'est excellent pour la digestion, bien sûr. Supprimer tous les excitants tels que la caféine, bien sûr, l'alcool, limiter au maximum les produits laitiers. Alors, pas forcément dans tous les cas. C'est une question d'âge aussi. Les produits laitiers, vous savez que vous avez une enzyme qui va permettre l'assimilation de la caséine et du lactose. Mais que cette enzyme-là se dégrade au fil des années. Donc, passé la 40, 45, 50 ans, vous en aurez de moins en moins et donc l'hypersensibilité aux produits laitiers se fera beaucoup plus sentir à partir de cet âge-là que quand vous êtes jeune.
Cela étant, si vous commencez de bonne heure à avoir le syndrome du côlon irritable, effectivement, il vaut mieux limiter les produits laitiers. Mais c'est dommage de s'en priver si ça fonctionne encore. Alors, pour savoir si vous avez des molécules, des aliments auxquels vous êtes sensible ou intolérant, c'est très facile. Je vais vous donner un petit truc. Vous prenez votre pouls, hein, vous comptez les pulsations, mettons que vous faites 60 pulsations à la minute, hein, vous faites ça par quart d'heure, vous multipliez par 4, c'est plus facile, c'est plus vite fait. Voilà, mettons que vous avez 60 pulsations minute. Vous allez manger un poivron. 5 minutes après, vous reprenez votre pouls. Si votre pouls est de 70, c'est-à-dire 10 pulsations de plus, 80 ou même plus, hein, ça veut dire que vous êtes hypersensible au poivron. Et donc, en règle générale, à toutes les solannées, tous ceux de la même famille. Ça peut être pareil pour le lait, manger du fromage, quel qu'il soit. Vous prenez votre pouls, vous êtes à 60, 2 minutes, 5-10 minutes après, vous reprenez votre pouls et tout de suite, vous allez voir une hausse du pouls de plus de 10 points. Et ça, c'est un signe assez flagrant d'une hypersensibilité. Ça vous permet d'éliminer progressivement certains aliments qui sont incompatibles avec votre situation actuelle. Et ainsi, votre système digestif va pouvoir se reconstruire naturellement, sans excès, sans trop de compléments et autres. Je rajouterai en dernier, si les problèmes de votre pathologie sont issus, ont comme cause le stress, des problèmes psychiques, émotionnels et autres, vous pouvez aussi jouer là-dessus, même en parallèle avec le reste, avec des plantes telles que le brahmi, le jatamamsi, l'ashwagandha, le sarpagandha, le shankapushpi, etc. Toutes ces plantes vont avoir un impact sur le système nerveux, la Centella asiatica, par exemple. Hein. Voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, je ne m'étendrai pas dessus, mais sachez qu'il y a tout ce qu'il faut pour résoudre, pour vous aider, pour vous accompagner dans la résolution de tous ces troubles. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, j'aimerais rajouter aussi l'aloe vera, parce que je trouve que l'aloe vera, c'est quand même Oui, absolument. vraiment quelque chose, enfin une plante miracle pour le système digestif. Toutefois, je mets bien un bémol, l'utilisation de l'aloe vera et du jus d'aloe vera pendant l'hiver, il vaut mieux éviter, voire pendant même un peu au début du printemps. Pourquoi? Parce que c'est lourd, c'est froid, et que on est dans la saison qui est lourde et qui est froide, et donc ça risque d'augmenter ce dosha kapha, voire même vata, puisque vata et kapha sont froids, tous les deux. Donc l'aloe vera, si on est pitta, on peut l'utiliser n'importe quand dans l'année, mais si on a un dosha pitta prédominant, ou une inflammation, un dosha pitta est déséquilibré, voilà, en excès. Sinon, pour tous les autres, ce sera plutôt fin du printemps, été, début d'automne. Voilà. Je disais tout à l'heure que j'allais brièvement parler aussi des probiotiques et prébiotiques. J'ai oublié, donc je peux le faire là tout de suite, maintenant, rapidement. Oui, vas-y. Alors, j'imagine que vous savez la différence entre les prébiotiques et les probiotiques. Hein. Les deux sont indissociables. Les prébiotiques, c'est la nourriture en fait des probiotiques. En règle générale, c'est les fibres, ce qu'on trouve dans les légumes. Donc, si vous mangez suffisamment de légumes, vous aurez suffisamment de prébiotiques, entre autres. Après, on peut en rajouter en complément, hein, du genre psyllium, par exemple. Voilà. Mais généralement, vous avez tout ce qu'il faut dans les légumes. Moins dans les légumes feuilles que, par exemple, dans les poireaux, par exemple, qui sont très riches en fibres. Si vous mangez la peau avec vos légumes, à part peut-être les patates, mais pour le reste, si vous mangez la peau avec, là, vous en aurez suffisamment. Cependant, là aussi, soyez prudents, l'excès de fibres peut irriter aussi vos muqueuses intestinales. Lorsqu'on a, par exemple, des diverticules, des choses comme ça,
qui est une pathologie courante aussi du système digestif, les fibres sont déconseillées parce qu'elles vont irriter, elles vont enflammer davantage et peuvent provoquer des effets secondaires et des dommages collatéraux. Néanmoins, elles sont indispensables. D'où l'intérêt de bien cuire vos aliments quand vous avez cette pathologie pour tenter de la réduire. Des aliments bien cuits, même les fibres, vont se ramollir suffisamment pour faciliter le transit, parce qu'elles servent à ça, et en même temps vont pouvoir nourrir la microbiote, c'est-à-dire les probiotiques. Alors, les probiotiques, c'est les petites bêtes. Vous savez que dans notre système digestif, on a à peu près 5 kg de matière vivante, ce qui n'est pas rien. Là aussi, il y en a 3, 4, 5, 500 milliards de... pas 500 milliards, 500 variétés de familles différentes, hein, on ne les a pas encore toutes dénombrées, qui chacune a une spécificité en termes de digestion. Les plus importantes et les plus connues, c'est les lactobacilles et les acidophilus, les bifidus, etc. Ce que vous trouvez dans les yaourts, entre autres, dans le lassi, on peut en trouver dans les fromages frais. Bref, il y a des grandes familles qui chacune ont des spécificités. C'est important parce que c'est elles qui vont dégrader ce que vous mangez. Si votre microbiote est déjà dégradé, affaibli, parce que vous mangez trop acide, vous êtes trop dans l'excès d'une ou telle variété ou famille, eh bien, vous aurez du mal à utiliser les bons nutriments de ces plantes, de ces aliments-là. C'est important de savoir aussi comment que ça fonctionne. Comme je vous le disais, chaque famille d'aliments a des enzymes ou des bactéries spécifiques pour lui. Plus vous multipliez, si par exemple vous mangez une assiette avec plein de variétés différentes d'aliments, de légumes, de légumineuses, de protéines, etc. Vous faites un mélange très varié parce que c'est joli, les couleurs, c'est joli, les variations et tout ça. Eh bien, votre feu digestif, il sera pas forcément très performant. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle variété importante de familles alimentaires que vos bactéries vont s'y perdre un petit peu et ne seront pas en nombre suffisant pour pouvoir dégrader, assimiler, transformer et rendre digeste ce que vous mangez. Et donc, varier l'alimentation, oui, mais pas dans le même plat. Voilà. Pas dans le même plat. Voilà. C'est vrai que lorsque vous avez une base identique dans vos habitudes alimentaires, votre microbiote va pouvoir se développer en fonction de ce que vous mangez de manière régulière. Et donc, du coup, elle va être très performante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variation. Par exemple, quand vous mangez un kitscheri, vous pouvez changer de légumes tous les jours. Une fois, c'est un poireau, une fois, c'est une carotte, une fois, c'est un navet, etc. Donc, il y aura quand même une variation de goût, de saveur, de couleur, une richesse mais les familles seront les mêmes. Et à partir de là, votre microbiote, elle va rester performante. Les riz, c'est pareil. Vous pouvez manger du riz complet, demi-complet, blanc. Les épices vont faire toute la différence dans les saveurs, les couleurs. Donc, la richesse, elle est innombrable. C'est à vous de la construire quelque part. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas trop perturber votre microbiote pour avoir une efficience maximale dans sa capacité de transformer ce que vous mangez. Voilà pour les probiotiques. Alors, dans le commerce, vous pouvez en trouver facilement qui sont spécifiques, hein, spécifiques par rapport à votre problématique. Par exemple, pour aider la flore intestinale, la flore vaginale, la flore stomacale, quoique là, il n'y en a pas, puisque tout est carbonisé par l'acide. Il y a très peu de choses. Il n'y a que l'acide, en fait. Et quelques très rares bactéries, notamment Escherichia coli, que vous pouvez trouver dans l'estomac, hein, qui est la cause d'autres pathologies dont on pourra discuter un jour ou l'autre. Voilà.
et pas que Escherichia coli, mais aussi Helicobacter pylori, qui est la principale bactérie d'ailleurs dans l'estomac. Très Voilà. bien. Merci, merci Jacques. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jacques ou à moi concernant tout ce qu'on vient de dire? Alors, je vois, moi j'ai répondu déjà à certaines questions hein, de personnes, notamment David qui me demandait si le Trifala fonctionnait bien pour ça, et donc tu as déjà répondu. Nancy qui demande à avoir un lien, le nom des plantes sur un lien. Alors moi j'ai dit que le mieux c'est quand même de consulter quelqu'un, un professionnel de l'Ayurveda pour voir quelle plante serait la plus adaptée pour elle. Parce que c'est bien beau d'avoir toutes les plantes, mais si vous essayez toutes les plantes et puis que en fait ça fonctionne pas parce que, comme on l'a dit au départ, la flore intestinale est appauvrie et puis intoxiquée par les toxines, ben, du coup, vous ne pourrez pas assimiler correctement les plantes comme les prébiotiques, d'ailleurs. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... il y a David qui demandait si l'Ayurveda s'occupait des causes d'une maladie et je lui dis que oui. Que oui, c'était d'ailleurs comme ça que l'Ayurveda fonctionne. On commence par la cause, on va enlever la racine du mal pour ensuite, après, réparer tout ce qu'il y a à réparer dans l'organisme. Voilà. Il y a donc Fanny qui demandait... Alors, il y a M. Porta qui disait colopathie depuis bébé. Elle a 37 ans, elle est sous traitement déjà. Est-ce que lorsqu'on est bébé, on a déjà un dosha prédominant? Alors oui, on a déjà un dosha prédominant. Le dosha, en fait, des personnes est donné au moment de la conception. C'est-à-dire que les parents ont déjà un dosha prédominant au moment de leur conception, lié à leur état et leur prakriti, et donc vont donner une proportion de leur dosha un peu en excès, on va dire, à ce bébé au moment de la conception. Et puis après, ben, il y a aussi la conjonction des planètes qui favorise aussi certains doshas au moment de l'arrivée de bébé. Et voilà, donc voilà comment le prakriti se crée de manière générale. Maintenant, si tu veux rajouter des choses, Jacques, vas-y. Hein. Depuis sa naissance, elle a ces problèmes-là, elle a une colopathie fonctionnelle. Et bien sûr, ce serait intéressant de Non, savoir. elle disait que c'était qu'elle a une colopathie depuis qu'elle a eu son bébé. Enfin, je pense que c'est ça, hein, ça, si tu veux. Ah, elle ne l'a pas, d'accord, j'ai compris, elle l'a depuis la naissance, en fait. Non, elle a déjà depuis, elle a eu la naissance elle a une colopathie depuis la naissance de son bébé, elle est déjà sous traitement. D'accord, oui, Elle alors a là 37 aussi, ans. il y a plusieurs raisons. Il y a une raison hormonale, bien sûr, hein, qui peut être ça, ça aussi. Il y a aussi le fait, peut-être que d'autres ont pu déjà constater que lorsqu'on est enceinte ou dans les premières, oui, les premières parties de la naissance de l'enfant, on a souvent des dysfonctionnements du système digestif qui peut aller de la constipation ou autre, mais c'est plus souvent ça, avec des douleurs, des spasmes et des tensions au niveau du système digestif. Ça, c'est très fréquent. En principe, ça disparaît. Ça disparaît avec le temps. Maintenant, il faut savoir quel genre de colopathie, parce qu'une colopathie, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. C'est une pathologie dont on n'a pas encore défini, on n'a pas mis de nom dessus. Hein. Voilà, c'est une pathologie, ben, oui, mais laquelle? Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas déterminé ce que c'est, pourquoi et comment elle est là, on ne pourra rien faire. D'où l'intérêt d'aller consulter un professionnel de l'Ayurveda. On revient là-dessus.
Tout à Voilà. fait. Tous les Donc, si tu veux, traitements EMS, il n'y conventionnels. a aucun programme. Alors, tout dépend où tu te trouves. Si, je ne sais pas où tu te trouves, EMS, mais si tu es plus vers Villeurbanne, j'allais dire, non, vers Villefranche-sur-Saône, à ce moment-là, tu peux aller voir Jacques. Si tu es plus dans l'Est, si tu es plus dans l'Ouest, vers la Bretagne, tu peux venir me voir. Sinon, je consulte aussi en visio. Donc, il n'y a aucun problème. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi. J'ai mis le lien de mon site internet sur le déroulé, donc dans les commentaires. Alors, il y a Nancy aussi qui dit une cure de pré ou probiotique est donc conseillée pour entamer un nettoyage. Jacques, Alors, je te laisse répondre. oui, alors c'est un peu comme l'eau du bain, hein. Si ton système digestif il n'est pas efficace, si tu as des problèmes effectivement dans ta digestion, ça ne sert à rien de prendre des probiotiques dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas savoir quelle est la famille des probiotiques qui est en déficience, qui est carencée ou laquelle domine. Parce que si c'est de Lactobacillus acidophilus, par exemple, et si tu prends en complément cette même famille des milliards et des milliards hein, parce que ça chiffre par milliards, en fait, dans chaque bactérie, dans chaque enzyme, dans les gélules, hein, eh bien, elles vont être en surnombre. Et du coup, ça va déstabiliser tout cet équilibre, parce que tout fonctionne dans un équilibre relativement parfait. Et le déséquilibre se crée lorsqu'on est dans les excès. Manque de sommeil, stress, mauvaise alimentation, etc., etc. Émotions trop vives, voilà, qui créent des spasmes, qui bloquent le péristaltisme. C'est un peu tout ça qui va perturber la microbiote, hein, ces petits organismes vivants, mais qui ont une intelligence. Donc, à la limite, si tu veux prendre des probiotiques, prends-en des compléments avec un grand nombre de familles, en minimum 7 familles différentes et de plus d'une dizaine de milliards en ferme par capsule, par gélule. Voilà. Mais avant ça, il faut nettoyer l'eau du bain. Donc, fais-toi d'abord un soin du côlon, voire des intestins, hein. Là, il y a différentes techniques aussi, hein. Ça peut être, si tu connais le Prakshalana, par exemple, en yoga, on peut pratiquer ça. Sinon, tu peux faire du Virechana et des bastilles. Voilà, demande à ton praticien référent. Sinon, Et tu peux expliquer un petit peu tout ça, ce que c'est de manière briève, hein, parce que c'est vrai que le c'est Virechana, vraiment... c'est le nettoyage de l'intestin. Voilà. Les bastilles, c'est le côlon. Vamana, c'est l'estomac. Voilà, c'est les vomissements. Tout ça permet, et le Prakshalana, c'est un nettoyage complet du système digestif. On boit de l'eau salée, plusieurs litres, hein, à différents intervalles, et entre chaque absorption de liquide, il y a une série de postures yogiques qui sont à faire, qui permettent d'ouvrir les sphincters, le cardia, le pylore, etc., jusqu'à l'évacuation totale. Le but est d'évacuer de l'eau aussi propre que celle que vous avez bu. C'est très festif tout ça, hein. Voilà. À partir de là, une fois que vous avez nettoyé votre système, vous pouvez le réensemencer avec des bons probiotiques de bonne qualité. Voilà. Youpi. Alors, Nancy qui dit aussi, si les hormones jouent un rôle, qu'en est-il alors de la ménopause? Alors, les hormones, tout dépend si au cours de votre vie, vous avez utilisé la pilule, qui est une hormone de synthèse, hein, qui perturbe beaucoup le système endocrinien et qui met beaucoup de temps à revenir à un équilibre, parce que la ménopause, normalement, elle est faite pour se passer très bien. Vous devez à peine le sentir. Si vous en souffrez, c'est qu'effectivement, vous avez une perturbation de votre système endocrinien, généralement liée, ça peut être la thyroïde, puisqu'elle régule un petit peu la plupart de toutes les hormones du corps, mais en règle générale, c'est plutôt lié à cette hormone de synthèse que vous avez pu prendre, soit par un stérilet, pas ceux en cuivre, mais les autres, hein, qui sont imbibés d'hormones aussi, soit la pilule, etc. Et ça, je peux le dire par expérience, depuis le temps que je pratique, c'est une question que je pose systématiquement aux patientes et les réponses sont effarantes.
plus vous prenez la pilule et plus votre ménopause se passera mal. Et bien sûr, ça se passe mal, la ménopause, mais c'est aussi des tas de petits symptômes à côté, parallèles, qu'on ignore souvent ou parce qu'on vit avec, parce qu'on les a toujours eus. Ça peut être des maux de tête, par exemple. Ils sont là, bon, voilà, je les garde, je les ai et ça se passe, quoi. Mais bien d'autres, notamment des colopathies fonctionnelles, des perturbations au niveau du système digestif. C'est gai tout ça, hein? Si, Jacques. Et alors, je voulais dire aussi qu'effectivement, les problèmes de colopathie fonctionnelle et notamment du syndrome du côlon irritable, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont ce genre de problème. Oui, absolument. Alors, pourquoi, à ton avis, Jacques? Parce que les femmes, en règle générale, sont plus courageuses que les hommes. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'elles prennent beaucoup plus de risques dans leur vie pour essayer de se réaliser, pour avancer sur leur chemin de vie, pour explorer, pour comprendre, pour vivre des choses nouvelles. Et ce faisant, en prenant ces risques-là, eh bien, parfois elles se plantent aussi, il faut l'avouer. Mais en prenant ce risque-là, eh bien, elles perturbent leur petite routine parce qu'elles en sortent de cette routine, de leur petit cercle vertueux dans lequel elles peuvent se trouver. Souvent les hommes d'ailleurs, qui eux se confortent souvent dans leurs petites habitudes et prennent souvent moins de risques. Je le dis aussi parce que 80% de ma clientèle sont des femmes, donc je peux voir un peu la différence. Donc voilà, c'est parce que ces femmes prennent les risques qu'elles se mettent aussi en avant leur fragilité et leur sensibilité émotionnelle et qui va perturber aussi ces fonctionnements. Et quand vous vivez un moment difficile ou un moment joyeux, par exemple, forcément, vous avez des réactions au niveau du système digestif parce que vous allez avoir l'estomac noué, vous allez avoir je sais pas moi, des spasmes, des douleurs dans le ventre, tout ça parce que vous vivez une épreuve difficile ou joyeuse, bien sûr, ça peut l'être aussi, hein. Voilà. Donc, c'est cette sensibilité-là qui peut provoquer des pathologies si vous êtes hypersensible et si ça se répète trop souvent. Et puis, il ne faut pas oublier que les intestins, enfin notre système digestif est intimement relié à notre système émotionnel. Absolument. Et... Immunitaire et émotionnel, beaucoup, ouais, effectivement. Ouais. C'est le lien que je faisais tout à l'heure entre les joies, la colère, la haine, l'amour, et tout ça a un impact sur l'ensemble du corps. Et c'est tout l'intérêt de l'Ayurveda, c'est cette approche globale, holistique, qui fait toute sa force et la puissance de l'Ayurveda. C'est pour ça d'ailleurs qu'on propose aussi des postures de yoga quand on fait des traitements ayurvédiques. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi festif en fait, parce que voilà, c'est très global et que voilà, on ne va pas comme dans la médecine traditionnelle occidentale aller juste se focaliser sur la zone où il y a un problème. On va regarder l'ensemble, on va regarder la personne dans sa globalité, avec son histoire, avec l'histoire transgénérationnelle aussi, avec tout ce qui l'a conditionné dans ce qu'elle est aujourd'hui, qui a eu un impact en amont, mais dans son enfance, mais aussi qui fait ce qu'elle est aujourd'hui à travers ses filtres, en fait. Et c'est ça qui va être, qui est très subtil et qui va pouvoir nous aider à comprendre la personne, etc. C'est pour ça que, justement, moi, j'ai fait aussi comment dirais-je, ce programme en ligne. C'est pour vous aider à mieux vous comprendre à travers l'Ayurveda, à savoir qui vous êtes vraiment et comment vous fonctionnez, autant au niveau métabolique qu'au niveau psychique et donc émotionnel.
pour que vous puissiez justement mieux vous épanouir. Une fois que vous connaissez, c'est plus facile en fait de mettre en place des routines pour aller bien. Et pour aller mieux, et puis pour générer justement un cercle vertueux pour pouvoir être en bonne santé, maintenir une belle énergie, avoir de bonnes relations avec son entourage, avoir un bon sommeil et vivre plus longtemps et en bonne santé. Voilà, c'est le but en fait de ce programme en ligne que j'ai fait pour vous, spécialement pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir m'en parler par un message privé et puis je vous donnerai un lien. On en parlera ensemble en visio pour que je puisse voir si vraiment c'est quelque chose qui vous conviendrait. Et puis ou éventuellement, si vous souhaitez juste un accompagnement individuel, je peux tout à fait aussi le faire, hein, il y a pas de problème. Maintenant que je connais plein de thérapeutes en France et qui viennent aussi faire des lives avec moi, je vais pouvoir aussi vous diriger vers certains qui sont plus spécialisés dans un domaine particulier au niveau ayurvédique que d'autres, etc. Donc, du coup, c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. Et c'est ce que je propose aussi dans la méthode Créa. C'est ce travail en communauté. Et c'est ce soutien aussi de cette communauté qui va nous permettre d'être en lien aussi les uns avec les autres et donc de générer cette boucle vertueuse pour aller bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Voilà. Il y a Nancy qui dit ah ça, l'émotionnel, youpi, c'est yo-yo de partout au final. Oui, mais c'est ce qui fait aussi la belle personne que nous sommes. Hein, donc voilà, si la vie était juste un calme plat comme ça, c'est comme les battements du cœur. Hein. Les battements du cœur, il fait des montées, des descentes. Alors certes, effectivement, c'est mieux que ce soit régulier, mais n'empêche que la vie, c'est comme les battements du cœur. Il y a des hauts et des bas. Et que, en fait, il faut juste accepter qu'effectivement, voilà, d'avoir des hauts, parfois très hauts, et des bas, parfois très bas. En fonction de ce qu'on vit quoi, au quotidien. Et donc, c'est accueillir ces moments-là aussi. Voilà. Quand on accueille ces moments-là et qu'on regarde aussi que c'est grâce à ces moments-là qu'on peut vivre d'autres moments de manière beaucoup plus sereine, c'est dans le chaos, hein, c'est dans le chaos de la tempête que vient le changement et qui amorcé le changement pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, il n'y a pas de négatif ou de positif, c'est juste la vie qui est faite de haut et de bas, de vagues en fait, comme si vous regardez l'océan, hein, l'océan fait des vagues tout le temps. Et il y a des courants et ça nous emporte à droite, à gauche, en fonction du vent, mais aussi en fonction des courants souterrains, marins. Donc, du coup, c'est ça qui fait la beauté de la vie au final. Et puis la vie, elle n'est pas soit noire ou blanche. Hein. Il y a plein de couleurs différentes et plein de nuances de couleurs différentes. Et c'est ça qui est chouette dans la vie. C'est que nous sommes comme les gouttes d'eau d'un océan. On est plein de myriades de petites gouttes d'eau dans un même océan. On porte l'océan en nous. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est ça qui est important. Tout ce qu'on va pouvoir trouver dans l'infiniment grand, on le retrouve au niveau infiniment petit. Et c'est pour ça qu'on parle du microbiote aujourd'hui, parce que ce microbiote, il est tout petit. Et si on regarde bien, on zoome, en fait, on se retrouve dans l'univers. C'est ça qui est génial, en fait, au final. Et c'est pour ça que j'adore la vie, parce qu'elle nous donne des expériences, mais géniales, quoi, en fait, à vivre. Voilà. Même si parfois c'est un peu difficile. C'est difficile parce qu'effectivement, on retient tout et on a peur et qu'on n'ose pas. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui arrivent. Mais en fait, moi, j'adore vraiment la vie. J'aime vraiment, je suis c'est une jouissance extrême pour moi de vivre parce que ça m'apporte énormément de richesse au quotidien. Et j'adore les gens, j'adore le vivant.
de manière générale. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce métier d'infirmière au départ et ensuite de thérapeute en Ayurveda, pour justement glorifier ce vivant et célébrer avec d'autres personnes cette vie, quoi. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous aurai pas tenu la jambe trop longtemps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc là, il y a Nancy qui me dit merci. Ems aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser sur le chat, sinon on va arrêter là. Donc, on va attendre quelques minutes. Si tu veux rajouter des choses, Jacques, vas-y. Hein. Non, non, non. On peut préciser, si des fois vous avez des diarrhées qui se prolongent, ne pas oublier aux électrolytes. Hein, c'est important parce que vous risquez la déshydratation. Donc, les électrolytes, c'est-à-dire les éléments de base comme le potassium, par exemple, hein, le sel, tout simplement. Voilà. Ok. Alors, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous. Merci à toi, Jacques, d'être venu pour faire ce live avec moi. Oui, il y a Nancy qui dit l'importance de boire de l'eau joue un rôle aussi. Bah oui, évidemment, puisqu'on est fait à 70 voire 80% d'eau. Donc forcément, oui, il y a beaucoup d'eau dans les cellules. Donc oui, effectivement, boire de l'eau, c'est sans eau, en fait, on meurt en 3 jours. Hein. Donc voilà. Éviter l'eau du robinet quand même, je dirais. Ouais, utilisez effectivement une fontaine Berkeley. Pour si vous utilisez l'eau du robinet, vous pouvez la filtrer avec cette fontaine. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai mis en lien le lien vers Jacques et puis vers mon lien aussi de mon site internet pour que vous puissiez nous contacter si vous le souhaitez. Donc, si vous êtes dans l'Est, c'est Jacques. Si vous êtes dans l'Ouest, c'est Chantal. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, bonsoir à tout le Et monde. donc, comment? Bonsoir à tout le monde, je disais. Voilà, ok. Donc, à bientôt et voilà, on se retrouve mercredi prochain et je vous laisse la surprise du prochain live. À bientôt.